merci. Merci d'être venu. Bonjour. Je suis très ému et très honoré de faire de cette discussion, cette rencontre, cette leçon de cinéma avec John McTiernan, qui est un des cinéastes américains contemporains les plus importants, qui est vu comme un cinéaste d'action, mais on sait que l'action dans le cinéma américain est une donnée essentielle, mais qui est plus que cela, c'est un grand cinéaste d'action, c'était un grand artiste, mais plus que cela, c'est quelqu'un, me semble-t-il, qui a changé une certaine manière de filmer, de raconter des histoires et de filmer des scènes d'action à Hollywood dans les années 80 et 90, et il a participé à la mutation du cinéma hollywoodien de façon très fondamentale. Alors on va regarder un peu, examiner en détail à la fois quel est son parcours, essayer de savoir, de lui tirer quelques recettes. Pourquoi est-ce que ces films d'action sont aussi réussis? Pourquoi est-ce que se marient aussi habilement la fantaisie et un certain réalisme, qui est une condition, me semble-t-il, essentielle pour continuer de fasciner le spectateur, puisque finalement Hollywood, ce qui compte, c'est la fascination du spectateur, et quand Hollywood change, c'est en fait pour ne jamais changer fondamentalement. Alors, John McTiernan a étudié à la Juilliard School de New York. Il est new-yorkais, il est né à Albany dans l'État de New York. Il étudie à la Juilliard School de New York et il va ensuite à Los Angeles à l'American Film Institute. Et j'ai envie de lui poser tout de suite la question, c'est pourquoi est-ce qu'il a voulu faire du cinéma? Est-ce que il a voulu faire partie de ces raconteurs d'histoire que sont les grands cinéastes américains depuis les origines du cinéma américain? Est-ce qu'un film, un cinéma, un cinéaste l'ont poussé à vouloir faire du cinéma? Qu'est-ce qui lui a donné le virus du cinéma quand il était jeune? I thought I wanted to work in theater. I thought I wanted to be a theater designer. But I discovered once I went to New York that theater designers all have a trust fund. And they're by and large gay. So I felt inadequate. I'd grown up around opera. My father was an attorney, but he lost his sight in World War II. And he began singing and pursuing music. And so he used to go, when I was a kid, he used to go to opera festivals. And I grew up working backstage at opera festivals all over the East Coast. Which is one of the reasons now I don't bother reading the subtitles. Like, it didn't bother me the other night watching a Spanish movie with French subtitles, neither of which am I literate in, but it made no difference. I found when I was at AFI, I just stopped watching the subtitles, and then a movie worked or it didn't. Well, go ahead. En fait, au départ, nous dit John McTiernan, je pensais que, l'idée que j'avais au tout départ de ce que je voulais faire, c'était être designer pour le théâtre. Mais lorsque je suis arrivé à New York, je me suis rendu compte, pour bien des raisons, ce n'était sans doute pas la chose la plus adéquate à faire pour moi. Et moi, j'ai grandi à Oprah et mon père était, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a perdu la vue. Et il a commencé à chanter, il a commencé à prendre des cours de chant, etc. Et il a commencé à tourner dans plusieurs festivals, et moi, je l'ai suivi, et je travaillais dans les coulisses de ces festivals, et j'ai travaillé vraiment partout, de la côte est sur la côte ouest, j'étais un peu partout, et finalement, de faire ce genre de travail très jeune, ça m'a mis au contact de beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai compris par exemple, j'ai appris à regarder un film, à comprendre un film par exemple, sans
sans vraiment me soucier de ce que je pouvais comprendre. C'est-à-dire que, je m'explique, hier ou avant-hier, il y avait un film espagnol qui a été passé pendant ce festival, et ce film espagnol était sous-titré en français. Et moi j'étais dans la salle, j'étais ici, et donc j'ai regardé ce film en espagnol, sous-titré en français, je ne comprends ni l'espagnol ni le français, mais j'ai compris le film, et c'est, voilà, j'avais une approche, grâce à cette expérience, j'ai eu une approche beaucoup plus sensorielle par rapport au film. C'est-à-dire que vous pensez qu'en fait, un film doit se comprendre visuellement avant tout. Yes, it absolutely should be. C'est ce que... It hasn't happened yet, but no one expects music to have a literary underpinning. Movies come from the theater, from 400 years of the theater, which is a spoken word written down. And it is I think it's actually a handicap. I think eventually we'll learn how to do movies where the words don't matter. The words and music don't matter. We wouldn't even consider it. Eventually, and you see it if you watch, you know, Fellini's movies, the words don't matter. The words are just, it's the song that the singers are singing. It doesn't matter the meaning of the words. What they sound like is important, that's all. Television, unfortunately, is a step backward because it is lower resolution. And I mean, television is essentially radio plays with a visual aid, okay? Or at least old television. Maybe high-definition television is better, I don't know. But it was a step back to plays. But I absolutely believe that if a movie's any good, it doesn't matter if you understood the language or not. Vous savez, lorsque l'on parle de musique, par exemple, eh bien, il est vrai que l'aspect littéraire, l'aspect écrit de la musique est en quelque sorte quelque chose de moins important que la musique elle-même, que le rythme lui-même. Et les films, eh bien, le film, le cinéma, c'est un médium, c'est un moyen d'expression qui vient du théâtre. Et au théâtre, quelque part, le théâtre, c'est le mot parlé qui est écrit ensuite. Mais c'est d'abord le mot parlé. Et moi, à mon avis, il faut que l'on apprenne à faire des films où les mots n'ont pas la même importance, n'ont quasiment pas d'importance par rapport au reste. Et je pense par exemple à un cinéaste comme Federico Fellini. Dans les films de Fellini, eh bien, les mots ont peu d'importance finalement par rapport à tout ce qu'il peut y avoir d'autre dans ces films. Et moi, je pense que lorsque l'on entend une chanson, par exemple, eh bien les paroles qui sont chantées par les chanteurs, eh bien c'est comme les paroles que l'on entend dans un film, c'est-à-dire que le sens en lui-même, eh bien cela n'a pas autant d'importance, cela a en tout cas moins d'importance que la musique, que le rythme, etc. C'est vraiment, on l'utilise presque de manière phonétique. Et je pense, pour ma part, nous dit John McTiernan, que la télévision, par exemple, eh bien, ça a été un pas en arrière par rapport à l'art du théâtre, par exemple. Ne serait-ce que parce que la résolution à la télé est moins bonne, etc. etc. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins vrai avec la télé haute définition, etc. etc. Mais je pense, en tout cas, que, encore une fois, le mot, en tout cas le sens du mot, est moins important que quasiment tout le reste dans un film. Alors c'est amusant parce que c'est ce que pensait Henri Langlois, qui est le fondateur de la Cinémathèque française qui est à Paris, qui est le lieu où s'est formée toute la cinéphilie française dans les années 50, tous ces cinéphiles qui allaient devenir les cinéastes de la nouvelle vague. Et il montrait des films, notamment des classiques, il a fait découvrir et redécouvrir des classiques du cinéma muet notamment, mais aussi des films étrangers, des films lointains, notamment une partie du cinéma japonais, et sans sous-titres. Et quand on venait lui dire « mais pourquoi les films ne sont pas sous-titrés ?», il disait « on n'a pas besoin de comprendre les dialogues, les images. On comprend un film avec les images. » Donc, John McTiernan, Henri Langlois, même combat.
Donc vous commencez, vous faites un premier film, donc qui était un film qui s'appelle Nomads, au début des années 80, 1985, vers le milieu des années 80, qui est à la fois un petit film indépendant, qui est une histoire de fantôme, mais qui est surtout un portrait un peu fantomatique de Los Angeles, donc vu par vous, qui veniez de New York. Et quand on se souvient de Piège de cristal, Die Hard, donc le premier, on se souvient que toute la structure du film est construite sur l'opposition entre la côte Est, incarnée par le personnage principal, Bruce Willis, et la côte Ouest, Los Angeles et la vie en Californie. Donc on a l'impression que cette opposition entre la côte Est et la côte Ouest est présente dans votre cinéma. Et la question que vous pourrez vous poser, est-ce que vous vous sentez toujours un peu un étranger à Hollywood? Enfin, un exilé à Hollywood, voilà. Everyone in Hollywood is an exile. Okay. No, Hollywood is a bazaar in the desert. It's a place where caravans come to exchange carpets and slaves and various things, and then they all go back to other places. It could have been put somewhere just outside of Timbuktu. Vous savez, je pense que tout le monde, quelque part, est un peu un exilé à Los Angeles. L'image qui me vient en tête lorsque je pense à Los Angeles, à la Californie, enfin à Hollywood, c'est une image d'un désert, et au milieu de ce désert, il y a une caravane avec des vendeurs qui vendent des esclaves, parfois des vendeurs qui vendent des tissus, n'importe quoi. Et je crois que c'est un peu l'image que j'ai métaphoriquement de Los Angeles et de Hollywood. En tout cas, ce rapport-là est présent dans vos films. Voilà, c'est ce que je voulais dire, cette étrangeté d'être en Californie, elle est présente dans vos films. Alors, it's an easy target. Oui, en même temps, la Californie, c'est une cible facile. Donc après Nomads, vous tournez le film qui vous rend vraiment immédiatement célèbre, qui est un film très très réussi, très étrange, un hybride entre un film de guerre, enfin un récit de guerre et un récit de science-fiction avec un monstre, c'est Predator. Alors dans quelles circonstances vous êtes-vous retrouvé à tourner Predator, donc avec un budget beaucoup plus conséquent que pour Nomads, avec évidemment un risque plus grand pour le producteur. Comment s'est faite la rencontre avec le producteur de Predator et comment vous vous êtes retrouvé sur ce tournage? The guys at Fox saw Nomads, and they asked me to do the one before. I've lost the name of it. Commando? Pardon me? Commando? Yeah, it's probably Commando, yeah. And I promised Elliot Kastner, who produced Nomads, that I would do another movie for him. And I worked on it for, I don't know, 6 or 8 months. And he kept delaying it, as most independent movies. There's a lot of delays while they find the money. And then the second one came along, the Predator, and they asked me to do that one. So that time I said yes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Fox, le studio, donc 20th Century Fox, a vu en fait Nomads, le premier film que j'ai fait. Et lorsqu'ils ont vu Nomads, eh bien, on m'a demandé de réaliser un autre film qui se produire qui s'appelle Commando. Et Commando, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai promis au producteur, à Kastner, je lui ai dit, bon, d'accord, je vais faire ce film avec toi. Et j'ai travaillé sur le film, j'ai travaillé longtemps, pendant 6 mois, pendant 8 mois, j'ai travaillé sur le film. Mais le producteur, en fait, ce qui s'est passé, c'est, nous dit John McTiernan, c'est ce qui se passe souvent dans mon expérience avec les producteurs indépendants, c'est qu'il y a eu un délai, puis un délai, il m'a fait attendre. Et puis à un moment donné, que j'étais encore en train d'attendre et que rien ne venait, et bien là, à ce moment-là, on m'a proposé de réaliser Predator. Et là, eh bien voilà, j'ai dit oui. Elliot Kastner's son recently came back to me
and wants me to do that film that we didn't get made 25 years ago. And if he can get the money together, we'll do it. It's a very weird movie. It's the second script I wrote, and it's sort of like 13th Warrior, except it's after the end of the world. And it's a love story. Et le fils d'Ariel Kastner donc, est venu me voir en fait il n'y a pas longtemps et m'a proposé de finalement faire maintenant ce fameux film que je n'avais pas pu faire à l'époque, qui est en fait le deuxième scénario que j'ai écrit à ce moment-là et qui est une histoire d'amour qui se passe après la fin du monde. Enfin voilà, on verra si le film se fait. I always, if I can, I try to steal something from Shakespeare. So this script is actually, it's Taming of the Shrew in a medieval after the end of the world. Et à chaque fois, si je peux, en tout cas, j'essaie toujours de choper quelque chose dans les pièces de Shakespeare. Et voilà, justement, c'est un emprunt d'une pièce de Shakespeare, mais qui se passe... La Mégère apprivoisée. La Mégère apprivoisée, mais qui se passe cette fois-ci après la fin du monde. Alors ça, c'est intéressant parce que finalement, comme Shakespeare, vous aimez les mélanges. Et Predator, c'est un film où se mélangent a priori des catégories qui ne se mélangent pas, le film de guerre, le film de science-fiction. Et cette hybridation, l'idée de renouveler l'action dans le cinéma hollywoodien en y injectant des mélanges, donc de façon un peu baroque finalement, on peut évidemment penser à Shakespeare, c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai l'impression. You use whatever tools you have. And Juilliard and various other places, it made me go through a lot of Shakespeare. And he told most stories or most situations that you'll find in a movie. It's in Shakespeare somewhere. And it is also well, it's very useful in that modern people can't understand the words, right? It's almost like they're speaking a crazy foreign language that no one understands. But if you can make it clear what's going on, well, it's sort of like working on a movie. It's make the sound of the language right and make the visual context of the drama right, and we'll understand what's going on even if we don't understand the words. Vous savez, j'ai un peu envie de vous dire, on utilise tous les outils qu'on a à portée de main lorsque l'on fait un film. Et moi-même, lorsque j'étais étudiant à l'école Juilliard de New York, eh bien, il nous faisait lire énormément de Shakespeare. Et quelque part, tout ce que l'on voit dans les films aujourd'hui, et à l'époque également, tout ce que l'on voit dans les films, presque tout ce que l'on voit dans les films, Shakespeare, à un moment donné, l'a traité dans une de ses pièces. Il a parlé de toutes les situations possibles, humaines possibles. Et donc c'est évidemment un terreau énorme et très providentiel pour un réalisateur. Mais c'est vrai que le phrasé de Shakespeare, les mots de Shakespeare, eh bien c'est un parler que l'on ne comprend pas forcément, qu'on a du mal à comprendre, du mal à appréhender. Et en tant que réalisateur, j'ai un peu envie de dire, si on transforme donc les mots de Shakespeare dans un langage clair, et quand je dis dans un langage clair, nous dit John McTiernan, que ce soit les paroles, mais ça peut aussi être le visuel, l'aspect visuel, la transposition, la métaphore visuelle de ce qu'a écrit Shakespeare, si on en fait quelque chose de clair, eh bien ça fonctionne, et je crois que tout est là. You know that the first role that people saw of Robin Williams was he played Mork. He showed up in a television show as a creature from another planet, and he spouted this schizophrenic word soup,
that no one had ever heard anything like it before. They were just astonished. Okay, I was in the second class at Juilliard. He was in the first class, and what he was doing really was making fun of the Shakespeare he'd learned. He was, if you listen to the rhythm of it, it's really nonsense Shakespeare, and that's where that character came from. Et vous savez, Robin Williams était lui-même étudiant à la Juilliard School. Et à ses tout débuts, au tout début de la carrière de Robin Williams, eh bien, il y avait un show télévisé dans lequel il intervenait en tant qu'extraterrestre, une créature qui vient d'un autre monde, Mork. Et il avait un phrasé qui était très étrange, on ne comprenait rien en fait, une espèce de blabla un peu curieux, une soupe de mots, nous dit John. Et vraiment, c'était vraiment impressionnant. Et ce qui était encore plus impressionnant, c'est lorsqu'il s'est rendu compte qu'en fait, c'était du Shakespeare. Parce que Robin Williams était lui-même étudiant à la même école, à la Juilliard School, sauf que lui était en première année lorsque John McTiernan était en deuxième année, mais il a compris qu'en fait tout le Shakespeare, toutes les pièces de Shakespeare qu'on leur avait fait lire donc, dans cette école, eh bien Robin Williams avait réussi en fait à le sortir d'une manière complètement inintelligible, mais le rythme et la couleur et le phrasé, etc. de Shakespeare se retrouvaient lorsqu'on était au courant, évidemment, et c'est ce qui faisait la classe de ce qu'il a réussi à faire. Alors pour rester un peu sur Predator, qui est un film quand même très très impressionnant, comment s'est passé le tournage? Parce qu'il semble que vous avez tourné dans des conditions extrêmement visiblement difficiles. Vous avez inauguré des effets spéciaux qui ne se faisaient pas à l'époque. Il y avait vraiment la créature fait partie des premiers effets spéciaux numériques. Et donc, comment tout ça s'est... Est-ce que ça s'est fait facilement? Sans doute pas. It got easier in the middle of the shooting. At first, we were sent to Puerto Vallarta for corrupt reasons. There was someone involved in the production who had a house there. And there's no jungle on that. It was on it was a resort city on the west coast. Okay. And the cameraman and the cameraman was Don McAlpine from Australia, wanted to shoot it on the other coast in Palenque, where there's real jungle. And the studio wouldn't let us because of the influence of some people who were taking money out the side because in real estate. Okay. And we got about halfway through the film and we had a delay because the first monster was terrible and we had to get a better monster. And then, by then they'd seen the stuff that I was shooting and I had enough credibility with the studio to say, can we please go get some actual jungle? And so we finished it in Palenque, and it wasn't, no. We had to learn how to work in Mexico. We had to take over all the food sources. Upper class Mexicans never get sick. There's a standard technology of how you disinfect everything in all the good restaurants in Mexico City and all the homes of the well-off, the educated people in Mexico. And you just have to make sure that that's what the crew eats. And you don't let them go off whatever. And the worst trouble we had actually was over on the populated side in Puerto Vallarta. Arnold was so sick for a while that he was doing scenes with he had an intravenous water bottle hydrating him. They'd unplug him, he'd go through 2 lines, and then he'd come back and they'd put intravenous back in him. En fait, par rapport à ce film, donc Predators, je dois vous avouer que le tournage a été relativement aisé à partir du milieu, on va dire. Mais le début a été un petit peu sportif.
pour plein de raisons un petit peu obscures, des raisons de corruption, etc., de certains membres de la production à l'époque, etc., etc., on s'est retrouvé à filmer dans une ville au Mexique, Puerto Vallarta, qui est une station balnéaire, on va dire, qui se trouve sur la côte ouest au Mexique. Et donc voilà, donc on s'est retrouvé là-bas pour faire le film. Et puis moi j'avais un caméraman, un chef préparateur en fait, qui venait d'Australie, et avec lui on s'est dit, oui mais nous ce qu'on voudrait c'est tourner des scènes de jungle, évidemment, vous avez vu Predator, vous savez qu'il y a beaucoup de scènes de jungle, mais on voudrait les tourner dans la vraie jungle. Et la vraie jungle, en fait, eh bien, il y en avait une dans une ville qui s'appelle Palenque, qui se trouve de l'autre côté, sur l'autre côte. Mais lorsqu'ils ont demandé au studio, est-ce qu'on peut emmener tout le monde de l'autre côté, le studio a dit non, parce que voilà, c'est trop compliqué, c'est trop cher, etc., etc. Et à ce moment-là, bon, ils ont quand même fait le film, ils ont tourné ce qu'ils ont pu. Et lorsqu'ils étaient à peu près à la moitié du tournage, eh bien, ils se sont rendus compte que le monstre qu'ils avaient créé pour le film n'était pas génial, qui pouvait être largement perfectible, mais quand même, ils avaient tourné suffisamment de scènes pour que John McTiernan ait un poids par rapport au studio et leur fasse voir les rushs et leur dise bon, voilà ce qu'on a fait, c'est prometteur, mais vraiment maintenant, il faudrait qu'on puisse aller tourner des vraies scènes de jungle dans la jungle. Et finalement, le studio dit, bah, d'accord, ok. Et donc, ils sont partis à Palenque, ils ont pu tourner là-bas, et ça a été relativement aisé, mais John nous précise quand même qu'une des choses les plus compliquées qu'il ait eu à gérer pendant ce tournage, c'était la nourriture. Parce qu'au Mexique, les Mexicains, si vous voulez, de la classe supérieure, la classe un peu aisée donc du Mexique, ne tombent jamais malades, parce qu'il y a une infrastructure pour ces gens-là, une infrastructure qui existe, qui désinfecte la nourriture, etc., etc. Et donc on sait à peu près ce qu'on mange, et eux ça va, ils sont pas malades. Et lui, il essayait de faire en sorte que tous les membres de son équipe ne tombent pas malades, et donc mangent de la nourriture qui a été traitée pour cette fameuse classe supérieure. Et ça n'a pas été très facile, ils ont eu beaucoup de problèmes, et notamment une scène avec Arnold Schwarzenegger, ils étaient obligés en fait de l'hydrater en permanence avec une bouteille d'eau en intraveineuse. Enfin, c'était on va dire, l'aspect le plus rock'n'roll du tournage. Là, justement, on parle d'Arnold Schwarzenegger. Vous avez tourné 2 fois avec cet acteur, donc Predator, et puis surtout un film qui est certainement un de vos films les plus personnels, puisque c'est presque une réflexion sur votre cinéma, qui est Last Action Hero, où il incarne finalement une icône de ce qu'est le héros dans les films de John McTiernan. Qu'est-ce qui vous intéresse chez cet acteur qui est vraiment un corps très particulier et en même temps très représentatif de la silhouette humaine des années 80, c'est-à-dire le bodybuilding, la machine, etc. Qu'est-ce qui vous intéressait chez cet acteur, dont vous êtes sans doute le cinéaste qui l'a le mieux utilisé? I like Arnold. I've always liked him. He is as strong as he looks. In here, he's as strong as he looks out there. So I wasn't tempted to somehow make fun of him as cause I liked him. Bob Rafelson made a wonderful movie with him a few years earlier. I don't remember what it was called, but it was the first time that we'd seen him. Pumping Iron? Pumping Iron, yeah. Pumping Iron. And he was fascinating in it. He is genuinely a fascinating man. So I had no difficulty, crafting the image of a hero out of it, because I respected him. I don't know if that answers your question or not. Il se trouve que j'ai toujours apprécié moi-même Arnold Schwarzenegger, nous dit John McTiernan. Arnold Schwarzenegger, c'est quelqu'un qui est aussi fort qu'il en a l'air. C'est-à-dire qu'il est extrêmement fort là-dedans, en plus d'être fort dans son corps. Et moi, c'est vrai que je l'ai vraiment, encore une fois, toujours aimé, toujours apprécié, et donc je n'ai jamais été tenté de le tourner en dérision quelque part. Je voulais vraiment l'envisager, l'utiliser en tant qu'acteur, en tant que comédien, dans sa dimension héroïque. Alors il faut savoir qu'avant
que Arnold Schwarzenegger joue dans Predator, il avait fait quelques années auparavant un film avec Bob Rafelson, enfin que Bob Rafelson avait réalisé, qui s'appelle donc Pumping Iron, et un film dans lequel il était déjà très